Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre et je suis animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation de substances à l'adolescence avec les deux personnes les plus indiquées au Québec pour en parler. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir, Dr Fournier et Dr Chadi. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, donc moi, je suis pédiatre spécialisée en médecine de l'adolescence. Je travaille à l'hôpital Sainte-Justine à la section de médecine de l'adolescence, puis dans une clinique où on voit beaucoup de clientèle adolescente avec de la dépendance. Mhm. Et moi, Nicolas, je suis pédiatre et clinicien-chercheur spécialisé en médecine de l'adolescence et toxicomanie. Puis avec Dr Fournier, on co-dirige finalement tout ce qui est clinique puis service à l'hospitalisation là, pour les jeunes avec des enjeux liés à l'utilisation de substances. Super. Un gros merci de m'accorder du temps dans votre horaire très, très, très chargé. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on passe un peu à travers les substances les plus utilisées par nos adolescents là, en 2025, donner des pistes de communication pour les parents, mais aussi pour les professionnels de la santé en première ligne, comme par exemple des médecins de famille. Et à la fin, on va pouvoir terminer avec plein de ressources là, intéressantes pour tous. Donc, tout d'abord, là, c'est quoi là, dans notre palmarès là, des substances les plus utilisées par les adolescents ou les adolescentes? Bien, on peut peut-être commencer par dire que on va souvent parler de l'usage de substances avec un œil négatif. C'est peut-être un sujet qui peut faire peur, mais globalement, il y a quand même certaines tendances assez rassurantes au niveau de l'utilisation de substances chez les adolescents. Les substances qui restent les plus utilisées, l'alcool, tout ce qui est nicotine, cannabis, ça reste bien présent. Mais il y a beaucoup moins d'ados actuellement en 2025 qui fument la cigarette. Même l'utilisation d'alcool est moindre maintenant qu'elle était il y a 30 ans. L'utilisation de cannabis reste assez stable chez les ados avec l'émergence de nouvelles formes, comme pour la nicotine d'ailleurs. Mais ça, on peut dire que c'est comme les grandes tendances qui restent. La caféine se réinvente. On peut la rentrer dans la catégorie des substances. Ça fait quelque chose qui est vraiment très utilisé, puis quand même normalisé. Mais si on l'utilise de forme excessive, ça peut aussi être un enjeu. Puis, il y a ensuite d'autres catégories de substances, là, qui soient des substances plus sédatives, qui soient stimulantes ou hallucinogènes, qui sont utilisées par certaines jeunes personnes, puis qui peuvent être très nocifs, dépendamment de la façon que c'est employé, de la quantité, puis parfois si on en utilise plusieurs en même temps. OK. Puis, tout ça, là, est-ce que c'est difficile ou facile de s'en procurer à l'heure actuelle? Je dirais que c'est relativement facile. Ah Dans ouais. le contexte où, généralement, c'est pas, les adolescents vont pas se procurer des substances dans des marchés où c'est autorisé parce qu'ils sont mineurs, puis parce qu'il y a tant à la SQDC qu'à la SAQ, on peut pas acheter de substances là, de façon légale avant 18 ans. Mais l'accès se fait par des pairs, se fait par des amis qui ont l'âge, par exemple, d'acheter des substances, puis se fait aussi par l'accès au marché illégal là, de redistribution de substances. Puis il y a aussi une catégorie de substances qui sont en fait des médicaments d'ordonnance d'autres personnes que les adolescents vont avoir tendance à utiliser pour vivre les effets de la médication, mais pas pour la raison pour laquelle par ils exemple, sont... mon parent, il y a une benzodiazépine pour dormir de façon intermittente. Exact. Puis l'enfant, l'adolescent, en fait, sait qu'il c'est au chevet de sa chambre et il va en prendre, mais sans que le parent le sache, j'imagine. Exact. Ou par exemple, après une chirurgie, un parent va avoir des médicaments antidouleurs qui peuvent générer des effets quand même. Ou chez le dentiste, quand on a une Exactement. procédure, on se fait enlever les dents de sagesse. C'est ça. OK, je vois. Puis si on se plonge un peu plus là, par substance, là, si on commence par l'alcool qui a été longtemps utilisé, qui est encore très consommé, mais effectivement, je vois quand même un mouvement là, de diminution. Tu sais, nous-mêmes, dans nos cercles sociaux, moi, personnellement, on a vraiment diminué notre consommation, puis on réussit à faire des soirées très le fun, à jeun. Et donc, c'est où ça se place maintenant, l'alcool? Mais on peut dire que les ados consomment surtout sous la forme de binge, entre guillemets. Donc, une consommation qui va être épisodique, mais qui va être plus intense. Pour un jeune garçon, 5 consommations plus, une jeune fille, 4 consommations ou plus dans une même soirée, ça correspond à un binge. Puis,
90% et plus de l'alcool consommé par les ados se fait sous cette forme-là. Ça peut arriver qu'une jeune personne va boire chaque jour, puis c'est souvent une situation qui peut être problématique avec les risques de dépendance et tout ça, puis impact potentiel sur la santé physique et mentale. Mais en général, consommation épisodique qui peut aussi amener état d'ébriété, des conduites à risque, par exemple si on est au volant, d'un vélo, d'une voiture, d'un scooter, etc. Des accidents aussi qui Une peuvent arriver. trottinette électrique maintenant? Exact. Puis aussi, si on pense avec aussi ce qui est mélange, là, si c'est un mélange avec un comprimé, un médicament prescrit ou non prescrit ou d'autres substances. Donc, l'alcool, quand même, vraiment a ses risques, là. Ouais. Ouais. OK, parfait. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur l'alcool? Ou... Non, je pense que Ouais. peut-être à part que l'accès à l'alcool est extrêmement facile Oui, là, puis c'est dans la normalisé, société, hein, on est très dirait. normalisé, Ouais. effectivement. Fait que ça rajoute un sentiment pour les adolescents qu'il n'y a pas nécessairement un réel danger alors qu'il y a vraiment des effets nocifs Tout de à fait. l'alcool. là. Puis si on passe maintenant à la nicotine, Mm. qu'est-ce qu'on en dit maintenant? Mais la nicotine, c'est vraiment réinventé, on peut dire, dans les 10 dernières années. OK. L'émergence des vapoteuses qui utilisent une forme synthétique de nicotine, donc qui n'est pas dérivée du tabac, mais qui est fabriquée en laboratoire, a vraiment commencé à émerger chez les ados. À partir de 2015, les petites vapoteuses sous forme de cartouches sont devenues très populaires. Et puis jusqu'à aujourd'hui, là, depuis 5 ans, on a à peu près un plateau dans OK. l'utilisation de la nicotine. En 30% des ados disent utiliser 30%? de la nicotine, tu sais, dans le dernier mois de façon régulière ou épisodique. Donc, ça peut être quand même des chiffres assez élevés. Et on voit une diminution, comme j'ai mentionné, de l'utilisation de la cigarette traditionnelle, mais l'émergence d'une forme encore plus nouvelle, les sachets de nicotine, qui sont à peu près à égalité avec l'utilisation de la cigarette traditionnelle chez les ados OK. actuellement. Puis ces sachets-là peuvent contenir des grandes quantités de nicotine, l'équivalent de quelques cigarettes, puis des fois pour les sachets qui circulent de façon illicite, presque l'équivalent d'un paquet de cigarettes complet dans un seul sachet. Dans un Avec... tout petit sachet? Ouais, donc avec l'effet que ça peut amener sur le cœur qui bat vite, la Ouais. pression qui monte, mais le cerveau aussi qui est hyper stimulé si on veut, puis finalement on se sent pas si bien. Non, Une c'est certaine ça. toxicité à la nicotine, là, donc malaise, nausées, maux de tête, incapacité à se concentrer. Donc vraiment, on voit l'utilisation de la nicotine qui amène différents patterns, différentes réponses, puis différentes réactions. Puis on sait que la nicotine, c'est quelque chose qui peut vite mener à une dépendance. OK. Puis, tu sais, je me rappelle, je me rappelle plus c'est exactement quand, mais il y a eu l'interdiction au Québec des saveurs, des vapoteuses. Est-ce que ça a fonctionné? Puis enlever les saveurs de melon, pêche et Mm. petits fruits. La réponse, c'est que nos patients consomment encore des Encore? vapoteuses de nicotine avec des saveurs. Là. Fait que OK. malgré la réglementation, il n'y a pas vraiment eu de surveillance d'application de ces mesures-là. Nos jeunes qui vont consommer des vapoteuses de nicotine vont souvent s'en procurer aussi par un marché illicite. Là. Donc, généralement, les vapoteuses peuvent venir des États-Unis, peuvent venir de d'autres provinces du Canada aussi, où cette réglementation-là n'est pas en place. Donc, on voit encore des ados qui vapotent avec des saveurs. C'est encore un problème. Là. OK. C'est un peu la même chose pour la limite dans la teneur en nicotine. Depuis quelques années, au niveau fédéral, on a maximisé à 20 mg par millilitre là, la teneur en nicotine des différents liquides. Mais on voit encore en circulation des liquides beaucoup plus concentrés. Donc, dans une toute petite cartouche, on peut retrouver l'équivalent d'un paquet de cigarettes de OK. nicotine. Puis, on sait que des fois, les ados vont utiliser leur vapoteuse du matin au soir, même la nuit. Donc, on peut se retrouver avec une dépendance assez sévère à la nicotine assez rapidement, à un jeune âge, sans nécessairement percevoir les risques, parce qu'il y a les arômes, les saveurs, parce que la vapoteuse est discrète, parce qu'elle est jetable. On l'achète, puis on la termine, on en prend une autre. Donc, vraiment, il y a quelque chose au niveau des perceptions chez les ados qui est encore à Puis travailler. surtout que, tu sais, si ça nous permet de maintenir un cercle social, Ah oui. qu'on est valorisé dans tout ça, il n'y a pas vraiment de drapeau rouge. Si je me mets dans la peau d'un adolescent, dans une adolescente, d'arrêter, dans le fond. Puis il faut savoir que actuellement, la majorité des ados qui vont utiliser la vapoteuse, ça serait vrai aussi pour d'autres substances, là, mais ils vont l'utiliser pour se sentir mieux. Donc, un ado qui peut se sentir triste, déprimé, anxieux, anxieuse, peut se tourner vers la vapoteuse ou d'autres substances, sinon, pour essayer d'aller mieux. On sait que dans les faits, ça peut nous donner temporairement un sentiment de bien-être, mais ça ne va pas régler le problème. Ça peut même empirer les choses parce qu'on développe la dépendance, puis
quand la substance arrête d'agir, ben, les symptômes reviennent. On a vraiment d'autres enjeux qui peuvent Je trouve émerger. ça bien que tu le soulignes, Dr. Chadi, justement, de pourquoi Mm, la personne consomme. Est-ce que c'est Mhm. pour aller combler un vide mm, ou quoi que ce soit? C'est pour masquer des symptômes mm. anxio-dépressifs, quoi que ce soit? Fait que je pense que c'est vraiment une bonne question à se poser. Mhm. Dans les autres choses qui se consomment en vapotage, il y a le cannabis aussi. Moi, dans mon temps, il y avait juste les joints roulés, mais maintenant, on a Mm. encore on a un grand arsenal maintenant. Qu'est-ce qui est disponible? Fait que au niveau du vapotage, c'est un peu comme pour la nicotine, là, c'est des Ouais, produits synthétiques du ok. cannabis. Mm. Puis généralement, ça va être des produits dans une vapoteuse que les jeunes vont appeler des wax pens. C'est ça le Ok. vocabulaire utilisé, là. Puis c'est un liquide avec une concentration extrêmement élevée de THC, qui est Ok. un des ingrédients là, Ouais. psychoactifs du cannabis, qui va mener souvent à un sentiment là, d'euphorie ou un sentiment là, qui peut être vécu comme étant très agréable pour la personne qui peut le consommer. Mais la concentration est tellement plus élevée que dans les produits du cannabis plus traditionnels ou anciens là, qui existaient il y a plus longtemps. Donc, le risque de dépendance pour les jeunes qui vont consommer les wax pens va être beaucoup plus élevé, puis les risques de sevrage aussi vont être beaucoup plus élevés. Mm. Ce qu'on voit en fait de plus en plus, c'est que les ados vont se présenter aux urgences ou vont voir des professionnels de santé pour des problèmes de vomissement, des problèmes de santé mentale comme la paranoïa, comme la psychose. Des fois, après une seule utilisation Ah même de ouais. produits de cannabis, des ados qui me disent: Ah, mon premier wax pen, je l'ai tout pris en une soirée Ah, avec une psychose Mm. qui est arrivée par la suite. Puis ça peut parfois laisser des séquelles, amener un déclenchement ou un débalancement là, au niveau de la santé mentale. Puis des enjeux physiques, là, c'est sûr, on parle de vomissement, donc perte de poids, difficulté à manger, à Mm. dormir. On voit vraiment que les produits de cannabis actuellement peuvent avoir un gros impact là, sur un mm. cerveau puis un corps qui est en Ouais. développement. Puis un phénomène aussi tu sais, qui peut entretenir des vomissements, là, des Mhm. parénésis cannabinoïdes, Oui. que ça, on en voit de plus en plus aussi. Mhm. Là. Puis c'est difficile un peu de s'en sortir de cette Mhm. boucle-là. Mm. Parfait. Puis justement, on n'en a pas parlé tantôt, là, mais c'est quoi les symptômes de sevrage de la nicotine? Vu que là, on vient d'illustrer un peu cela avec le cannabis. Mm. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Mm. Mais si on parle de sevrage en général, Ouais. finalement, qu'est-ce que c'est? Ben, un cerveau ou un corps s'habitue à consommer ou à recevoir une substance régulièrement. Puis là, les récepteurs qui, normalement, se lient à la substance qui est en circulation dans le sang vont être vides, ils vont crier Aïe! Mm. Puis ça peut nous amener souvent de l'irritabilité, de l'anxiété, de l'inconfort, difficulté à dormir, s'alimenter, plus ou moins faim, dépendamment de la substance. Avec la nicotine, on peut avoir de la difficulté finalement à fonctionner. Mm. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines. Le cannabis, ça peut être encore plus long. C'est une substance qui est dissoute dans les cellules adipeuses. Mm. Donc, ça prend 1, 2 mois des fois avant que toute la substance soit excrétée si on arrête. Donc, dépendamment de la substance, des profils un petit peu différents, OK. mais il y a quand même des points communs dans le sens qu'on ne se sent pas bien. On a Mhm. envie de consommer finalement, puis ça peut nous affecter sur plein de points de vue. Puis c'est ça, pour pouvoir éviter les symptômes de sevrage, ça ne peut inciter à reconsommer pour avoir la portion d'effet bénéfique Mm. attendue. Puis même, il y a Je un sais point où les pourquoi. adolescents vont plus... avec la consommation de substances, un phénomène qu'on voit, c'est le développement d'une tolérance là, aux substances. Fait en consommant, ils n'auront même plus les effets qu'ils recherchaient avec leurs substances. Mm. Ils vont juste soulager leurs symptômes de sevrage Mm. ou ils vont Puis là, escalader rapidement ouais. leur consommation pour continuer à OK. vivre les effets de la substance. Fait que ça, c'est un piège. C'est un piège. Ouais. Tout Mm. à fait. Si je continue, là, on a mentionné tantôt là, les pilules, puis toutes les drogues de rue, puis même les médicaments sous ordonnance. Mhm. Est-ce qu'il y en a beaucoup, ça, de ce genre de consommation? C'est sûr que beaucoup, c'est relatif. Donc, au Mm. niveau populationnel, 3 à 5 % des ados pourraient avoir dit dans une année utiliser une pilule, un comprimé qui n'était pas prescrit, qui n'était Mm. pas le leur. Puis ça peut inclure différentes catégories. Les substances stimulantes, là-dedans, on peut inclure les psychostimulants, comme on pourrait prescrire, puis à juste titre, là, pour le TDAH, les difficultés d'attention. Les substances qui sont plus sédatives, qu'on peut prescrire aussi pour nous aider à nous apaiser dans des contextes anxieux qui peuvent inclure les benzodiazépines. On entend des fois des jeunes parler de Xanax, une forme de benzodiazépine qui a un effet plus rapide. Mhm. Puis aussi les antidouleurs, donc qui sont de la catégorie des opiacés ou autres. On va peut-être ajouter aussi une catégorie plus d'hallucinogènes qui peut venir sous forme de comprimés ou de choses qu'on met dans la bouche, mais qui peuvent être consommées de d'autres façons. Puis donc, Mhm. toutes ces substances-là peuvent finalement
avoir des effets différents. Ils peuvent être de très grande puissance, hein. Mhm. Donc, des fois, c'est pas le fait d'en avoir consommé pendant longtemps ou régulièrement, quoique pour plusieurs substances, ça peut vraiment être un enjeu aussi avec dépendance, tolérance, sevrage. Des fois, un seul comprimé peut vraiment amener un risque de surdose qui Mhm. peut s'avérer même mortel dans certains cas. Puis on l'entend malheureusement dans les Ouais, manchettes parfois. malheureusement. Ouais. Il y a des grosses concentrations, puis des fois, c'est pas propre, là, donc il y a Mm. d'autres substances non désirées à ce qui est, versus ce qui est acheté par Parce que, tu sais, dans le l'adolescent. fond, le défi, c'est qu'il n'y a Mm. aucune façon de valider la composition des C'est ça. substances. Quand c'est un mésusage de médicaments d'ordonnance, on a un peu une meilleure idée de qu'est-ce Mhm. qui a pu être consommé, mais dès que c'est acheté sur les marchés illicites, il y a des mélanges de choses. Mhm. Entre autres, tu sais, une des choses problématiques actuellement à Montréal, c'est les opioïdes de synthèse. Vous avez Mm. entendu parler du fentanyl ou de ces petites sœurs et petits frères qui Ouais. sont tous Mm. des molécules avec un vraiment haut potentiel de surdose, qui peuvent être mélangées avec toutes sortes de choses, Mm. même des stimulants. Donc, si les jeunes ont l'impression que, par exemple, ils ont une pilule avec du speed ou de l'ecstasy, puis Mhm. qu'ils prennent ça pour un party, ben, ils peuvent soudainement avoir des effets complètement inattendus, puis Mm. c'est le risque qui vient Je avec... suis impressionnée de tout ce qui existe. Puis Mm. finalement, souvent, on retrouve dans notre tasse de café le matin la caféine, mais Mm. là, ça peut prendre plein de formes aussi. Ouais. C'est quoi la place de la caféine chez nos adolescents? Mm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine, on la retrouve dans Ouais, beaucoup de choses, le c'est ça. chocolat, le thé, le Ouais, café. le matcha. Les sociétés pédiatriques nord-américaines vont recommander de ne pas excéder 100 à 200 mg OK. de caféine pour une personne adolescente. Ça serait des recommandations similaires pour une personne enceinte, par exemple. Ça veut dire 1 à 2 cafés. Mhm. Peut-être une boisson énergétique, dépendamment de la grosseur puis de la Mm. force. Si on mélange plusieurs sources de caféine, on va vite excéder ça. Voilà, on prend Mhm. l'exemple, là, un Coca-Cola, une barre de chocolat, bon, peut-être qu'on a le goût d'essayer un sachet de caféine ou même un comprimé de caféine qu'on peut acheter à la Mhm. pharmacie. Très vite, on accède ces niveaux-là. Puis, ça peut amener des effets sur la santé physique, des palpitations, donc augmentation de la pression et tout ça. Ça peut affecter finalement la santé mentale, donc la concentration, déclencher d'autres problèmes. Puis si on combine avec d'autres substances stimulantes, on pense à la nicotine ou Mm. autre. Donc, vite, on peut voir que ça peut devenir un enjeu. Puis pensons simplement au sommeil, hein. On sait Ben que la oui. caféine, elle reste longtemps Mm. dans le sang, plusieurs heures. Mhm. Donc, toute caféine qui est consommée après l'heure du midi peut avoir un impact sur la qualité de notre sommeil. Est-ce que vous voyez souvent, par exemple, tu sais, des dépresseurs du système nerveux central comme justement l'alcool ou les benzos, etc. Puis là, les gens essaient d'aller faire Mm. leur journée le matin, puis là, ils prennent la Mm. caféine. Puis là, après ça, ils prennent quelque chose pour dormir. Est-ce que vous en voyez Oui, souvent? vraiment. Puis même de façon plus micro, là, dans un même party. Ouais. Tu sais, les Ah, jeunes ouais. vont vouloir commencer en buvant de l'alcool parce que, bon, tout le monde en boit, mais ils veulent pas s'endormir avec les effets de l'alcool. Fait qu'ils vont prendre aussi une boisson énergétique qu'ils vont mélanger avec de l'alcool fort. Parfois, ils vont prendre des stimulants parce qu'ils veulent être réveillés, comme de la cocaïne, par exemple. Mais là, pour réussir à se calmer, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'ils en ont trop pris, vont aller vers une substance Oh my God. sédative. Fait que, tu sais, Mm. ils sont brillants, les ados, Mhm. puis ils savent comment, tu Ben oui. sais, trouver... Puis on a tous été adolescents et Exactement. adolescentes un jour dans notre vie en plus. Ouais. Exactement. Et tout ça, justement, vu que tu sais, ça évolue super Mm. vite, pour un parent, ça doit être extrêmement difficile à suivre, là, surtout qu'on ne parle pas le jargon de nos jeunes, etc. Tu sais, si par exemple un parent commence à avoir des doutes que son adolescente consomme, tu sais, par exemple, ça se voit, tu sais, les notes commencent à diminuer parce que là, il faut signer le bulletin, puis là, on le voit. Puis là, notre ado qui faisait du sport, ben là, il en fait vraiment moins ou fait plus les activités parascolaires qu'il faisait. Tu sais, comment, comme parent, on peut ouvrir la discussion, puis comment naviguer dans tout ça? Parce que c'est vraiment un peu tabou puis délicat comme sujet, là. Ça peut l'être. Puis peut-être même avant qu'on ait des indices que notre ado consomme, on peut penser à en parler de façon tout à fait normalisée avec des pré-ados. Donc, on le sait que les substances commencent à pointer leur nez, souvent vers la fin du primaire, là, des vapoteuses qui peuvent être discutées C'est en de plus 5e, en 6e plus tôt, année. ou quoi? Ça semble Ouais. être, mais c'est Non? pas si nouveau finalement. Les Ok. cigarettes de tabac, on peut y Mhm. penser quand on était enfant, nous, mais Ouais, on c'est en vrai. avait parlé au Mhm. primaire. Donc, ce qui serait recommandé, c'est d'avoir des conversations sur le fait que de consommer des substances quand on est enfant, ado, ça a des risques. C'est quelque chose qui peut avoir un impact sur la santé. C'est mieux de ne pas le faire.
mais de quand même garder une ouverture puis une curiosité de savoir qu'est-ce que nos enfants veulent savoir, qu'est-ce qu'ils entendent pour que ça soit pas un tabou à la maison. Puis même de discuter de certaines attentes, certaines règles à la maison avant qu'il y ait de la consommation. OK. On peut demander à un préado, ben, est-ce que tu penses que ça serait correct de consommer à la maison? Ah, ben non. Il faudrait pas que ça soit comme ça, comme ci. Donc, d'établir un cadre qui est à la fois strict, mais aussi bienveillant. OK. Pour qu'on soit pas dans l'extrême, d'un côté ou de l'autre, Mhm. puis faire en sorte finalement que la consommation ne soit pas encouragée, OK. mais qu'elle soit discutée. Fait que je comprends bien que peut-être comme première question, on pourrait justement demander à qu'est-ce que notre ado entend parler Mhm. sur les Mhm. différentes substances. Fait que là, déjà, Ouais. ça peut établir un climat de confiance, puis de pas je vais t'interdire ou je vais te chicaner ou quoi que ce soit. Là. Mhm. OK, c'est bon. Puis c'est comme là, tu m'as parlé justement des règles, consommer à la maison ou pas, mais si on sait que dans l'autre maison de notre du meilleur ami de notre ado, là, il n'y a pas de règles. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que l'idée de créer un climat à la Ouais. maison où on peut parler des risques associés pour que si jamais l'adolescent est témoin de consommation ou vit des expériences de consommation, il se sente quand même en sécurité à la maison pour en parler à ses parents puis qu'on OK. peut s'ouvrir là-dessus. Tout en, comme on disait tout à l'heure, là, en mettant un code clair qu'à la maison, ce ne sera pas comme ça, OK. par exemple, qu'il n'y aura pas de place pour consommer, mais qu'on peut en parler. Ça serait ça vraiment l'idée. Puis après ça, ben, si on sait que notre adolescent se tient avec des gens qui consomment, ça fait partie aussi des facteurs de risque pour que les adolescents eux-mêmes consomment. Fait que c'est aussi de s'intéresser à qu'est-ce que les autres vont consommer, puis c'est quoi les effets sur. Puis peut-être en profiter pour faire un peu de guidance avec notre adolescent OK. sur les substances si nous-mêmes on connaît certaines informations sur ces choses-là. OK, je comprends bien. Puis si, par exemple, là, finalement, mon ado, il me dit qu'il consomme, il y a une Waxpen, etc., est-ce que ça serait mieux que ce soit moi comme parent qui aille l'acheter? Pour pas que ce soit sur les internets sombres et ténébreux. C'est une question qu'on entend souvent. Ouais. Hein? Un parent qui sait finalement qu'il y a de la consommation, un peu comme dans ton exemple. Ouais. Tantôt, on a des indices, là, ça va moins bien à l'école et tout ça, soit qu'on le sait ou qu'on suspecte ou qu'on trouve des systèmes de consommation dans la chambre de notre enfant et tout ça. En général, c'est pas recommandé de fournir ou d'acheter des substances à notre enfant. Ça envoie un message finalement que c'est pas si pire, que c'est pas si grave. Quand vraiment le message qu'on veut envoyer, c'est le plus tard on va commencer à consommer si on est pour consommer, à commencer à le faire, ou finalement de ne pas consommer à l'adolescence, le mieux. OK. Puis des fois, il y a des situations qui sont délicates parce qu'on sait que l'ado va s'en procurer, qu'il y a des façons, puis on ne sait pas trop quelles substances sont consommées ou qu'est-ce que c'est. C'est vraiment d'avoir des discussions ouvertes, puis souvent d'aller chercher de l'aide puis du soutien, de se fixer des objectifs, puis de voir, ben, quelles sont les raisons puis les motifs? Pourquoi notre ado consomme? Est-ce que c'est pour un certain bien-être recherché? Est-ce que c'est un problème qu'on n'a pas trouvé? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Donc, vraiment d'ouvrir cette porte-là, puis de garder quand même un certain cadre là, autour Je de ça comprends. avec les règles, malgré le fait que ça peut être très difficile. Ouais. Comme dans tout, ça passe par la communication. Je pense que vous l'avez bien dit les deux. C'est vraiment d'ouvrir la porte dans justement une discussion sécuritaire là, pour l'adolescent ou l'adolescent. Tout à fait. Pour un médecin de famille ou tout autre professionnel de première ligne, il y a beaucoup de, justement, les pharmaciens là, communautaires, on les voit là, presque à chaque mois. Là. C'est quel truc de communication on pourrait donner pour adresser aussi la discussion? Parce que c'est sûr que, tu sais, là, les rendez-vous vont vite. On n'a pas le temps comme ici à l'hôpital pour établir un bon lien thérapeutique, puis faire un peu de small talk, comme on dit, avant de rentrer dans le sujet. Comment un professionnel de la santé de première ligne peut aborder justement les usages de substances chez les ados? Je pense que la première chose, ça va être de créer un climat qui permet une conversation. Puis se rappeler que pour les adolescents, il y a certaines parties de leur vécu qui est vraiment important de garder confidentielles de leurs parents, de leurs proches. Donc, il faut premièrement peut-être adresser les enjeux par rapport à la confidentialité, c'est-à-dire nommer que l'adolescent est dans un espace sécuritaire où ce qu'il va nous nommer, à moins qu'on ait une inquiétude immédiate pour sa sécurité, là, c'est une information qui peut rester entre nous pour le moment, puis on peut bâtir quelque chose autour de ça. Et aussi s'assurer, tu sais, je pense à une pharmacie communautaire où l'espace confidentiel n'est pas vraiment Il est pas très confidentiel. confidentiel. Peut-être que ça vaut la peine de se déplacer dans le bureau derrière la pharmacie où la porte est fermée pour avoir une discussion si on juge que c'est Tout à nécessaire. fait. Ouais. Ce qui est recommandé actuellement, c'est pour toute jeune personne de 12 ans et plus, de saisir toute
opportunité, un rendez-vous médical pour poser une question de dépistage. Puis il y a des questions de dépistage qui sont vraiment simples. Dans la dernière année, combien de fois est-ce que tu as consommé de l'alcool, cannabis, nicotine? On écoute la réponse à ces 3 questions-là, puis ça nous donne une bonne idée finalement du niveau de risque. Si la réponse c'est ben, à toutes les semaines ou plus, ben, on est déjà dans un risque de dépendance ou de trouble lié à l'usage de cette substance-là. Puis c'est certain qu'une question posée comme ça à la va-vite, ben, des fois, on n'a peut-être pas la réponse qu'on cherche, donc il faut creuser un petit peu plus, connaître le contexte, puis peut-être y revenir à plus qu'une reprise. Mais déjà, de poser cette question-là, ça peut nous amener vers des indices. Puis ensuite, si on sait qu'il y a une consommation des substances les plus communes, on peut peut-être poser des questions de suivi avec d'autres substances, puis des comportements qui pourraient être plus à risque, donc consommer plusieurs substances ou en situation de conduite ou autre mélangé avec des médicaments. Donc, c'est sûr qu'il y a tout plein de choses qu'on peut demander, mais déjà, créer un espace pour avoir une discussion, poser Ouais, une question qui est simple, mais qui nous permet de cerner un peu si c'est un enjeu, puis d'y revenir souvent. tout à fait. Puis c'est justement de comprendre pourquoi l'adolescent consomme. J'ajouterais peut-être un Ouais, petit point vas-y. par rapport aussi aux attentes des professionnels de la Mmh. santé. Si on rentre dans une discussion avec un adolescent avec l'attente que l'adolescent devienne abstinent du jour au lendemain de la Mhm. substance, ça va créer une confrontation quand même parce que ça sera peut-être pas l'adolescent de tout arrêter, l'intention de l'adolescent de tout arrêter. Donc, j'aurais tendance aussi à dire peut-être créer un espace ou une ouverture pour que l'objectif soit pas nécessairement seulement le nôtre, mais que ce soit Mmh. comme une approche collaborative dans les objectifs qu'on peut essayer d'établir, là. Ça peut vraiment faire une différence, Oui, tout même à fait, si... parce que si on m'impose d'arrêter à 0, ben moi, je vais peut-être me braquer puis juste être Mhm. en fermeture, puis je Mm, ne voudrais pas collaborer, mm, là. Mhm. Tout à fait. Hem, Sinon, j'aimerais ça juste dire un petit mot parce que je trouve ça important. On a parlé beaucoup des parents, mais dans le fond, on a notre responsabilité aussi, comme des milieux de soins, mais j'imagine aussi à l'école, Mhm. de, tu sais, d'ouvrir la discussion pour pas que ce soit tabou puis que le parent soit super gêné d'en parler pour une première Mhm. fois à la maison. Fait que, est-ce qu'il y a des efforts de fait pour essayer d'en parler plus dans le réseau? Mais il y a des belles choses au Québec. Ouais. Depuis quelques années, il y a dans presque toutes les écoles au Québec des ateliers de sensibilisation qui sont donnés aux ados par des organismes communautaires qui ont vraiment une approche de sensibilisation, d'être proche des ados finalement, d'essayer de leur expliquer ce qu'ils entendent OK. pour pouvoir mieux les guider à faire des choix qui seraient éclairés. Je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. Les écoles ont un rôle à jouer, puis souvent, il y a même des intervenants, intervenantes qui vont venir à l'école aider des ados qui auraient des problématiques, qui ont été dépistés, par exemple. Les milieux, les ados passent du temps, que ce soit le Eh sport, oui. parascolaire, oui, c'est sur la famille, des fois les communautés religieuses, vraiment toute opportunité pour avoir des conversations, créer des liens. C'est Mmh. un bon milieu, c'est une bonne opportunité pour parler de substances sans tabou. Puis éventuellement, si on a un besoin d'aide, de faire les ponts, de faire les liens vers des Mmh. ressources. C'est quoi justement les ressources, que vous recommandez, Au niveau communautaire, il y Ouais. a, je dirais, la ressource, il y a les ressources scolaires là, qui sont OK. ça, propres parfois à chaque école, mais parfois les ressources scolaires sont aussi liées à ce qu'on appelle les centres de réadaptation en dépendance, qui sont dans chacune des régions là, du Québec, puis même à Montréal, il y en a plus d'un, là, mais c'est un centre qui regroupe des intervenants spécialisés en dépendance, OK. qui couvre la population adolescente et adulte. Fait que c'est des gens qui s'impliquent, puis c'est toujours sur une base volontaire, là, donc la personne doit vouloir recevoir des services, mais souvent, c'est des intervenants qui vont travailler en proximité. Ils vont venir à la maison, à l'école, ils vont venir à la maison des jeunes, puis ils vont être facilement aussi rejoignables par texto, Mhm. appel. Fait que c'est comme une base pour Mmh. essayer de travailler la motivation à la réduction, au changement ou mettre de l'emphase sur la sécurité associée à la consommation. Puis on peut même dire qu'avec les centres de réadaptation en dépendance viennent du soutien aussi à la famille ou l'entourage. Ouais. Oui. Donc, on peut avoir accès à du soutien pour les parents qui peut être séparé avec un respect de la confidentialité. Ça peut être OK. précieux parce qu'on sait que les parents, des fois, peuvent se sentir découragés, Ben, tout à puis ont un fait. rôle important à jouer souvent. Donc, dans ces services-là qui sont gratuits, qui sont relativement accessibles, je dirais, ça dépend par Mhm. région, mais les délais d'attente souvent ne sont pas trop longs. Et puis, sont aussi liés à des services d'un peu plus haute intensité. Donc, des fois, on se retrouve dans une situation où on consomme beaucoup de substances, on a une dépendance sévère. Des fois, on a une interaction avec une urgence ou un milieu de santé, mais parfois, on a besoin d'un milieu où on passe du temps à l'extérieur de la maison, de l'école, un centre de thérapie. Puis, il y en a quelques-uns au Québec qui sont des centres, encore une fois, gratuits pour ados, sur une base volontaire, mais souvent qui sont connectés aux services plus de proximité avec les centres de réadaptation en dépendance. Donc, la pierre angulaire, un peu la porte d'accès Mmh. à tous les services, c'est de voir quel est le centre de notre région, OK. d'appeler
on est parent, on est ado, on peut appeler tout Fait simplement. qu'on n'a pas besoin de C'est référence non. médicale. Puis OK. si on est un professionnel de la santé, on peut aussi référer, Mhm. puis ça peut passer par le guichet d'accès en santé mentale, ça va être redirigé vers la bonne ressource. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que les gens qui ont besoin des soins sachent que les soins existent, puis Ouais, les personnes qui peuvent en offrir puissent connecter finalement avec Mm. ces personnes. tout à fait. Mm. Ah, mais merci beaucoup pour cet épisode. Est-ce que vous avez un dernier message clé que vous voudriez passer avant que je conclue? Mais pour moi, je pense que vraiment comme pédiatre, qui a Mhm. un souci pour le développement de nos ados et adultes de demain, c'est vraiment un message de dire que la consommation à l'adolescence, c'est quelque chose qui gagne à être retardé, repoussé le plus Mhm. tard possible dans la vie. On est dans une société où la consommation de substances, souvent, c'est normalisé, que ce Vraiment. soit l'alcool ou autre. Puis c'est pas nécessairement à proscrire, mais quand on est ado, quand notre cerveau est encore fragile puis en développement, vraiment là, se donner ce temps-là, cette fenêtre-là pour grandir, faire Ouais. autre chose, profiter de la vie autrement Oui, à Mhm. pour se développer un développer. sport, Ouais. un art, de la Mhm. musique, faire Mm. plein d'autres choses avec nos amis. Mm. Ouais. Voilà. Mm. Mm. Puis de mon côté, je pense que très d'accord avec ce message-là, mais aussi le point d'ouvrir la porte à la discussion, puis de Ouais. créer un environnement sécuritaire pour parler de consommation, c'est nécessaire. Puis ça va être vraiment protecteur pour les ados aussi qui, malheureusement, sont tombés finalement dans Mhm. l'utilisation de certaines substances. Oui, vraiment, c'était Mhm. mon message clé aussi, justement, la communication. Puis au Mm. final, tu sais, c'est la base de tout, Mm. là. Pas juste pour le lien, justement, parent-enfant envers les substances, mais ça va être le lien sur tout le reste, Mm. le Mhm. milieu familial et tout. Puis sinon, là, il y a aussi une autre ressource que vous m'avez partagée, un podcast de la Société canadienne de pédiatrie, Ados en santé, ou Healthy Teens, je crois en anglais. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, merci d'ouvrir la porte Ouais? là-dessus. Ben, en fait, j'ai le privilège d'être l'animateur d'un nouveau balado bilingue, vraiment à viser santé ado au sens plus large, OK. où on va pouvoir discuter de plusieurs enjeux d'actualité, que ce soit lié à la santé mentale, éventuellement la sexualité, la consommation, etc. Puis c'est disponible dans les deux langues sur toutes les plateformes. Excellent. Ouais. Puis est-ce que c'est le même invité qui fait français et anglais? C'est Ou, possible, mais pas ouais? toujours. OK. Puis l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire. Donc, pour les OK. personnes qui voulaient l'écouter dans les deux langues, qu'il y a du contenu aussi qui est OK, bon, on contrasté. va aller Ouais, suivre ça sur toutes les plateformes de balado. merci. Donc, je vous remercie énormément pour votre temps. Je crois que toutes les ressources qu'on va avoir données vont être très utiles. D'ailleurs, ils vont être toutes dans la description. Donc, un gros merci, Dr. Fournier, Dr. Chadi, pour votre présence aujourd'hui. Puis on se revoit pour le prochain épisode. Tourlou!